commencer cette vidéo, je tenais à préciser à tout le monde qu'il y aura de multiples cuts durant cette vidéo, je m'en excuse d'avance. Je n'ai pas réellement le choix, ayant peu de temps à consacrer aux vidéos du fait du travail à côté, je vais devoir faire des cuts et enregistrer les séquences petit à petit. Donc je m'en excuse par avance et je vous souhaite une très bonne vidéo les copains. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il va être aujourd'hui question d'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, et un des films d'ailleurs que je considère comme meilleur film de tous les temps, à savoir Les Évadés. Vous avez dû voir la petite intro juste avant que j'ai faite. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui. Et on va commencer par une analyse sans spoil. Donc je vous raconte l'histoire en mode voilà, ça sera après, ça sera la deuxième partie avec spoil, là où je vais vraiment dévoiler toute l'histoire, toute l'intrigue du film Les Évadés. Et là je rentrerai vraiment plus dans les détails, surtout au niveau de certaines scènes qui m'ont particulièrement touché. On va surtout commencer par une petite note sur le scénario. Je vais mettre la petite bande-annonce en haut à gauche ou à droite de la vidéo pendant ce temps-là. Alors l'histoire en fait c'est l'histoire d'Andy Dufresne, c'est un banquier qui un soir va se bourrer littéralement la gueule. Et le même soir sa femme et son amant ont été assassinés. C'est-à-dire que sa femme le trompait avec quelqu'un et ils ont été assassinés. Donc forcément les policiers vont se diriger sur la seule personne qui peut faire un vrai coupable légitime, à savoir le mari. Et du coup, il se retrouve incarcéré à la prison de Shawshank. Et l'histoire des évadés va nous raconter toutes les mésaventures et tout ce qui va se passer dans la prison de Shawshank et toutes les amitiés aussi qui va se créer vis-à-vis de ce qui va se passer dans cette prison. Voilà, je pense qu'au niveau de l'histoire, je ne peux pas faire plus court, plus concis, sans trop spoiler, sans trop vous donner d'éléments. Les acteurs principaux sont joués par Morgan Freeman et Tim Robbins, qui sont deux excellents acteurs en tête d'affiche. Mais tout le casting, en général, le casting au niveau des acteurs est juste exceptionnel dans ce film. C'est le feu. C'est le feu, il n'y a personne qui joue mal. J'ai vraiment vu aucun acteur qui a joué mal dans ce film. C'était au niveau prestation d'acteur, il n'y a franchement rien à dire. C'était intense, c'était... disons que le film, intense. Oui et non. Le film souffre d'un certain défaut que je dirais, je suis pas aveugle non plus, je trouve que le film est quand même très lent, elle est très lent à arriver, mais c'est un peu l'esprit du livre également qui fait ça, le livre de Stephen King. C'est-à-dire que dans les livres de Stephen King, il y a une intrigue qui s'installe avec un personnage, c'est vraiment plat, quoi, il se passe rien du tout. Et d'un coup, tous les événements vont arriver, vont s'entremêler, s'entrelacer, ça va faire comme un gros pulse. Et c'est ce qui se passe à la fin des Évadés, ce qui fait que les 30 dernières minutes des Évadés, c'est un gros pulse qui se met en place. Et à la fin, quand on le regarde, on fait ah oui, d'accord, ok. Et c'est ça qui fait la force de ce film, c'est assez impressionnant. Je vous ai parlé des acteurs principaux, qui sont tous, ma foi, excellents, mais je ne vous ai pas parlé des acteurs secondaires, qui sont joués respectivement par Bob Gunton, qui joue Samuel Norton, le directeur de la prison, qui est un personnage ignoble dans le film, qui joue formidablement bien.
surtout dans les dernières minutes de film. Hein, les gens qui l'ont vu sauront à quoi je fais référence. On a également Clancy Brown qui joue le capitaine Byron, Harley Byron, si je dis pas de bêtises, ça se prononce comme ça. William Salder qui joue Airwood. On a James Wilmore qui joue Brooke, un personnage aussi très important dans l'histoire et je peux rien dire. Je dirai ça dans la deuxième partie, mais Brooke est très très important dans l'histoire. On a aussi Gil Bewood qui joue Tommy Williams. On a Mark Russell qui joue Bob Diamond. On a Jeffrey DeMoon qui joue le procureur de district. On a Brian Levy qui joue Floyd. On a David Proval qui joue Snows. On a Joseph Ragno qui joue Ernie. On a Jude Cicolella qui joue le gardien Meur. On a Paul McRae qui joue le gardien Troul. Diane Anderson qui joue le gardien Bull Hangs. On a Ken Maggie, je crois que ça se prononce comme ça aussi, qui joue Ned Grimes. Je suis désolé pour les prononciations, j'écorche tous les noms, moi et les noms américains. Et on a enfin Bill Bollender qui joue Elmo Blatch, qui joue absolument tous bien. Mention spéciale pour l'acteur, je sais plus lequel de c'est dans tout ça, qui joue Tommy Williams, oui. Gil Bewood. Mention spéciale pour cet acteur qui joue extrêmement bien le gamin rebelle, etc. Malgré que la personne dans le film a plus de 25 ans et qu'elle est quand même domiciliée à une prison vis-à-vis de faits qui lui sont reprochés. Enfin bref, voilou. Mais ça joue extrêmement bien, quoi. Même les acteurs secondaires jouent extrêmement bien. Donc niveau prestation d'acteurs, que ce soit les acteurs principaux ou les acteurs secondaires, ce film est juste incroyable à ce niveau-ci. Ensuite, concernant les plans de caméra de ce film sont magistrales. C'est super bien orchestré niveau montage. Ça a une fluidité et une lenteur, et en même temps, c'est une plonge justement dans l'univers de la prison. C'est quelque chose d'assez fou, en fait. Ça retranscrit en fait tout l'univers de ce qu'ils vivent et toutes les années de souffrance qu'ils vont avoir là-dedans, vis-à-vis des plans de caméra. Et les plans de caméra sont assez symboliques à ce niveau-là, surtout quand ils font des grands angles et qui font des grands plans de la prison en mode la caméra se recule, etc. Et le plan devient plus large et tout. Et on voit beaucoup plus de choses avec tout le monde qui vit au final dans cette prison. Et on voit ça, on a plusieurs plans de ce type avec les caméras durant tout le film. Et on a aussi des plans de caméra juste incroyables. Par exemple, je pense au moment où un des personnages quitte la prison, vu qu'il a été relâché par la police, vu que du coup il a purgé sa peine. Et il y a une scène franchement incroyable. Là j'en parlerai dans la seconde partie parce que sinon là je spoil encore l'histoire. Je peux pas vous dire non plus à quel personnage ça implique. Mais il y a une scène juste magistrale où la caméra montre un plan d'une écriture, elle descend et on voit toute la scène. Et là c'est juste on est là, on fait ah ouais d'accord. Donc niveau plan de caméra c'est juste incroyable, les musiques sont juste folles, que ce soit les musiques utilisées pour le film ou les musiques utilisées. Je pense notamment dans l'extrait que je vous avais montré au tout début, on voit Andy Dufresne, il y a un tourne-disque et il met la musique en fait dans toute la prison à ce moment-là. Bon, je vous spoil un petit passage, mais c'est pas un passage d'une énorme importance non plus. Il met la musique dans toute la prison à ce moment-là, et il me semble que c'est une symphonie, je sais plus exactement quelle symphonie c'est. Si j'arrive à la retrouver, je la mettrai dans les commentaires, mais c'est une symphonie très connue. Donc niveau musical, que ce soit les musiques reprises pour certaines scènes fortes, ou les musiques faites par les réalisateurs musicaux, etc. pour ce film sont juste folles. C'est un truc de ouf. Surtout les dernières musiques utilisées dans les 30-45 dernières minutes du film. Comme je vous ai dit dans le scénario, le film est très lent. Du coup, il y a une musique très pesante au début, mais dès que ça s'enchaîne dans les 45 dernières minutes du film, voire les 1 heure et demie du dernier avant la fin du film, ça s'enchaîne de plus en plus vite et la musique s'imprègne aussi de cet effet-là. Et je trouve ça assez phénoménal à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'il en était au niveau de la musique, des plans de caméra, du jeu d'acteur, du film en général. Ce que j'en pense moi personnellement, c'est que c'est un film excellent. Et je vous conseille vivement d'aller le voir, et il demeurera je pense mon film préféré, si ce n'est le meilleur film que je considère comme meilleur film de tous les temps, jusqu'à ce que il soit détrôné par un autre film
pour le moment ce n'est pas le cas, je le considère vraiment comme quasiment le meilleur film de tous les temps, tellement qu'il a été bien foutu, bien réalisé, et j'ai pas vu une seule erreur, grosse erreur durant tout le film, si ce n'est sa lenteur du début, qui est légitime vu que c'est pour instaurer un climat et pour faire avancer l'histoire, et de façon justement à ce qu'on soit surpris à ce qui se passe par la suite. Donc franchement juste incroyable, je vous conseille vivement d'aller voir ce film, et on va passer tout de suite là maintenant à la deuxième partie, celle où on va parler plus en détail du film, et notamment de tous les événements qui se passent à l'intérieur, et aussi des retournements de situation, voire même un Deus Ex Machina. Oui mes amis, un Deus Ex Machina. Pas légitimement parlant, hein. C'est-à-dire c'est pas vraiment un événement qui va tout flinguer, mais quand même, il y en a pas mal. Il y a des petites tournures de phrases qui sont prises vers la fin du film, qu'on n'avait pas forcément en tête, mais qu'on n'a pas oublié, enfin c'est juste incroyable. On se redit tout ça dans la deuxième partie les copains, à tout de suite. Passons maintenant à cette dernière partie de vidéo, qui est la deuxième partie du coup, qui est donc la partie avec spoil, où je vais plus aller dans le fond des choses et parler distinctement et entièrement de toute l'histoire des évadés, du début du film jusqu'à la fin du film, jusqu'à l'écran final. Alors, Les Évadés, qui est un film de 1994, je sais pas si je l'ai précisé au tout début, je m'en souviens plus exactement. Les Évadés, par où commencer? Alors, Andy Dufresne a donc assassiné, selon les magistrats qui l'ont condamné, sa femme et son amant, qui était donc un prof de golf, son amant, hein. L'amant de sa femme, j'entends par là, hein, qui était un prof de golf qui a été assassiné. Du coup, il a été inculpé pour ces deux chefs d'accusation, et il a été mis en détention pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit relâché, une fois qu'il soit complètement vieux et sénile, et qu'il puisse plus rien faire dans la société, ni même vivre. Voilà, c'est à peu près c'est une grosse partie de l'histoire des évadés, c'est l'institutionnalisation. Ça signifie en fait que les personnes condamnées qui passent un certain temps dans une prison entre 30 et 40 ans sont institutionnalisées. Ce qui signifie que quand ils sont relâchés dans la société, notre société, eh bien ils sont perdus, ils savent plus où aller, ils savent plus quoi faire, ils savent plus comment vivre, etc. Et généralement, ça les pousse à faire des choses. Concrètement, Andy Dufresne arrive à la prison de Shawshank. À son arrivée, déjà, il y a eu un gros lassage, hein. Je pense surtout à la parole poisson frais, hein, poisson frais, où t'avais tous les prisonniers qui étaient là pour accueillir les nouveaux, quoi, en disant ouais c'était des poissons frais. Ils pariaient même, t'avais même des prisonniers qui pariaient pour savoir lequel allait craquer en premier. Et il s'avère que je crois que c'est Ewood qui avait parié avec Red qui est joué par Morgan Freeman, Ewood qui est joué par William Salter, vont parier sur des prisonniers pour savoir lequel va craquer le premier. Et il s'avère que Ewood parie sur le gros lard, hein, parce qu'il est gros, hein. Et du coup il dit oui, je parie sur le gros lard. Et ils essayent de le faire craquer du coup pendant la nuit. Et ce qui se passe durant cette séquence, c'est que le capitaine Hadley va frapper à mort la personne sur qui Ewood avait parié, et va l'emmener directement à l'infirmerie. Donc Ewood, le lendemain tout content, il fait oui, j'ai gagné mon pari. Et il demande à la personne qui était en charge de l'infirmerie, un prisonnier, il lui demande donc comment va son poulain, hein, pour utiliser ces termes. Et il s'avère qu'il est mort, littéralement, vu que le capitaine il n'est pas allé de la mort, c'est qu'il l'a littéralement tué, roué sous le coup. Et du coup, voilà, déjà, rien que les premières minutes de film, ça nous instaure vraiment l'atmosphère pesante de ce que va être tout le film durant sa durée. Suite à quoi? Suite à ça, Dufresne va parler, va prendre la parole et va exprimer les premiers mots, il va parler pour la première fois durant tout le film au niveau de quand il arrive en prison. Et il va dire comment il s'appelait. Et il demande donc aux autres prisonniers quel était le nom de cette personne. Les autres prisonniers lui disent très clairement que ça n'a aucune importance. Voilà. Et il se prend un gros coup de réalité dans sa tronche. Et du coup, le film commence comme ça. Déjà, ça instaure tout de suite la chose. Ensuite, ils font la connaissance, ou avant, c'est juste avant, je crois, quand ils arrivent en détention, ils ont fait la connaissance avec le directeur Norton, qui est pour moi un vrai connard, et qui est donc le directeur de la prison, et que pour lui, il y a deux choses primordiales, c'est la discipline et la Bible. Ici, vous recevrez les deux.
Voilà, ça impose aussi direct le truc. Au fil du temps, Red va commencer... pardon. Au fil du temps, Andy Dufresne va commencer à se lier d'amitié avec Red en lui demandant des petits services. Ça commence par lui demander de lui procurer un taille-pierre pour faire du polissage des pierres parce qu'il voulait faire un jeu d'échecs et tailler des pierres au début du film. Et du coup, suite à cette séquence, qu'est-ce qui se passe juste après? Il faut que je me remémore un petit peu parce que j'ai vu le film il y a un petit moment quand même maintenant. Il fait la connaissance d'à peu près tous les prisonniers, hein, que ça soit Red, Brooks, etc. Et il va commencer à se faire harceler par les trois sœurs, qui sont des homosexuels, qui vont commencer à l'harceler, à le frapper, et ça va prendre position sur une bonne partie du début du film, une bonne grosse partie du début du film, l'affrontement entre lui et les trois sœurs, comment il s'en tire à chaque fois, si des fois il s'en tire pas, des fois il se fait tabasser à mort. Enfin, c'est assez peu cool, et tout va changer, il me semble, quand les gardiens ont été prévenus, et du coup ils vont tabasser à mort le principal de la bande des trois sœurs, et qui est, je sais, Box, il s'appelle Box, voilà, il s'appelle Box, il est roux même, il me semble, si je me rappelle bien, ou blond, je sais plus trop. Enfin, il s'appelle Box, et du coup il se fait tabasser à mort, et il se retrouve tétraplégique, il s'envoie envoyé dans un hôpital, littéralement, parce qu'il peut plus rien faire, il peut plus bouger, et du coup, suite à ça, les trois sœurs n'ont plus jamais embêté Dufresne. Donc là, il n'y avait pas trop de plan symbolique ni quoi, c'était juste pour l'atmosphère de la prison, je pense qu'il y avait ce plan avec les trois sœurs, hein, vu que c'est un peu random de la prison, hein, les mecs gays qui veulent s'en prendre à des prisonniers, c'est un peu random. Donc c'était obligé qu'on en passe par là. Suite à cette séquence, la séquence la plus marquante qui me vient, qui suit ça, c'est quand il travaille sur le toit et que Andy va, comment dire, s'interposer contre un mec qui fait la sécurité dans la prison, contre le capitaine même, il me semble, contre le capitaine lui-même, il va s'interposer contre le capitaine Hadley, parce qu'il parlait justement d'un truc financier, comme quoi il ne pouvait toucher qu'un certain héritage, parce que l'État allait lui prendre le reste. Or, Andy vient vers lui et lui dit, si vous léguez tout à votre femme, et ben vous n'aurez aucun frais à payer, vu que c'est un lait de bien à votre femme, et que du coup vous n'aurez rien à payer de ce fait, vous n'aurez rien à verser à l'État. Il le croit pas bien évidemment et il le menace de le jeter du toit. T'as tous ses potes dont Red et les autres prisonniers qui sont là qui se disent bah Andy qu'est-ce que tu fais, tu vas te faire tuer quoi. Et lui il est là, il fait non je fonce et je vais lui dire ce que je pense. Et il continue son petit speech et quand le capitaine commence à le croire et du coup il va régler cette affaire et suite à ça il va régler bien plus d'affaires par la suite pour les policiers, de façon à ce qu'ils ne payent pas de charges vis-à-vis de l'État, ou qu'ils payent moins de trucs, ou pour souscrire un gamin à une école, ou etc., etc. Vraiment tous les papiers administratifs, quoi. Et c'est comme ça qu'il va s'octroyer, comment dire, pas une place dans la prison, mais, enfin si, une place dans la prison, très clairement. Vu qu'il peut se confronter à Norton enfin, il peut exprimer son avis à Norton, mais il ne faut pas qu'il aille trop brut, sinon il peut il peut se prendre la détention plus dure, c'est-à-dire ils le mettent dans une cellule complètement isolée. Ça arrive plusieurs fois dans le film, malheureusement, parce que justement, Andy a eu pour objectif de faire la bibliothèque de Brooks. Bibliothèque de Brooks qui a été faite, qui a été permis d'être faite, car il avait justement fait le truc avec le capitaine Hadley, hein, de base, pour son truc financier, pour que le capitaine Hadley ne puisse pas payer l'État. Grâce à cet événement, il a pu faire la bibliothèque. C'est vraiment un pôle, ce film. Et d'ailleurs, la bibliothèque aussi, c'est assez particulier parce qu'ils l'ont appelé la bibliothèque de Brooks, je crois, ou un truc comme ça, ou la National Bibliothèque de Brooks, ou un truc du genre. Hein, il y a Brooks dans le titre. Parce que Brooks, juste avant, se fait réhabiliter, malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que tout le terme institutionnalisé est utilisé ici. Et en fait, Brooks, quand Brooks sort, il est beaucoup plus... il est très âgé. Il a peut-être 80 ans quand il sort de prison. Et du coup, il se retrouve dans la ville. Là, il voit des voitures alors qu'il n'avait jamais vu de voiture. Il voit des choses, des trucs alors qu'il n'a jamais vu ce genre de trucs. Enfin, c'est perturbant. C'est comme si tu étais enfermé dans un bunker pendant 40 ans et que tu ressortais le lendemain pour voir comment la civilisation avait évolué. Donc c'est très perturbant et au bout du compte, c'est le plan très symbolique que je vous disais avant, dans la séquence No Spoil, il me semble,
que on voit l'écriture Brooks en fait, avec la caméra pointe sur l'écriture Brooks était ici, qu'il a marqué au couteau en montant sur une chaise, et la caméra recule petit à petit. On voit qu'il fait basculer la chaise avec ses pieds, ou la table, je ne sais plus trop, et il se suicide au bout d'une corde, et la caméra recule petit à petit jusqu'on voit tout le plan avec marqué Brooks était ici, et la corde avec le corps de Brooks suspendu. Et c'est pour moi une des scènes les plus poignantes et marquantes de tout le film, et qui résume à elle-même toute l'ambiance du film, je pense. C'est rien que d'en parler, franchement, c'est vraiment une scène très prenante, très prenante. Voilà, je voulais vraiment parler de cette scène. Suite à quoi, je parlais de la bibliothèque il y a quelques secondes. Suite à quoi, il va y avoir l'incarcération d'un autre nouveau personnage, à savoir Tommy. Tommy qui est un jeune parent, et puis qu'il a une femme et un enfant, et qui a passé plusieurs temps dans plusieurs prisons. C'est un peu une sorte de Keira à la Elvis Presley de l'époque. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu le style du mec. Mais pas méchant quoi, pas trop méchant. Et il demande gentiment à Dufresne de l'aider dans ses études, de façon à reprendre des études, parce qu'il prend conscience justement que derrière il a quand même une femme et un gosse. Donc il veut persévérer dans ses études et avoir un diplôme pour quand il sortira. Et suite à quoi, je vais pas rentrer dans tous les détails du film non plus, mais suite à quoi ils vont persévérer, blablabla, il va péter un câble à la fin parce qu'il estime que son travail c'est de la merde ce qu'il a fait, etc. Dufresne va aller en détention, dans la détention la plus dure, c'est-à-dire dans la pièce isolée, parce qu'il avait mis de la musique, notamment, dans dans toute la prison, il avait mis de la musique. Je sais plus exactement la symphonie, je vous la mettrai en commentaire, comme je vous l'avais dit précédemment, si je la retrouve. Et du coup, il est en détention, il apprend en détention justement que finalement, il a eu son diplôme, malgré le pétage de plomb que Tommy a fait, il a eu son diplôme avec 12 de moyenne. Et là, Tommy lui raconte une histoire. Parce qu'il demande à Dufresne, en fait, pourquoi il est ici. Et Dufresne va raconter une partie de son histoire. Il dit, mais attends, dans une autre prison, j'ai rencontré un mec qui se vantait d'avoir tué un prof de golf et son amante, et que c'est le mari de l'amante qui avait tout pris, et qui s'en vantait. Et il parle de ça à Dufresne. Dufresne, tout content, va voir le directeur, et le directeur lui dit, vous ne pensez donc pas que ce jeune Tommy dit vrai? Et du coup, Dufresne pète un câble, et il se retrouve de nouveau en détention, parce qu'il a pété un câble devant Norton, et Norton ne veut absolument pas que Dufresne parte, vu qu'il blanchit de l'argent, et qu'il aide tous les gars de la prison, notamment les gardiens, à faire leur dossier, leur assurance, etc. Donc il veut absolument pas qu'il parte. Et du coup, il va demander à Tommy de venir à part, le directeur Norton, avec le capitaine Handley, et ils vont l'abattre. Ils vont lui dire de sortir une dizaine de pas en dehors de la prison, ils vont lui offrir une cigarette et ils vont l'abattre en dehors de la prison. Pour justement que Andy soit poncé dans le sens du poil et qu'il soit conciliant et qu'il puisse faire tout ce qu'on lui demande. Sauf qu'Andy ne l'entend pas de cette oreille et il rentre plus ou moins dans ce qu'on appelle une dépression, enfin vis-à-vis des yeux des personnages qui sont auprès d'Andy. Ils ont l'impression qu'il rentre en dépression parce qu'il est bizarre, etc. Il parle plus beaucoup. Il est pensif, il dit des trucs à Red du style imagine on va à Rio de Janeiro, une plage au Mexique. Vous pouvez m'excuser, c'est extrêmement difficile à prononcer. Il lui parle de plein de projets comme ça et lui dit si un jour tu sors, Red, va sous cet arbre-ci. Il y a quelque chose de cassé en dessous, il y a une pierre qui n'a rien à faire ici, une pierre volcanique. Et du coup, à un moment, il va aller demander une longueur de corde à Ewood, il me semble, de 2 mètres de long. Et le soir même, on voit qu'il met un truc dans le coffre du directeur. Et le lendemain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Dans sa cellule. Il a disparu. Le professeur Norton arrive, il pète un câble, il dit que c'est une conspiration, il commence à envoyer des trucs sur tout le monde. Il fait faut le retrouver. Et au bout de 2-3 minutes, ou à la fin de son pétage de plomb, il envoie une pièce du jeu d'échecs qu'il avait fait en midi. Il balance contre le mur, littéralement, quoi. Contre le poster que l'avait offert Red, qui était parce qu'il y a des petits éléments comme ça dans le film, genre Red lui offrait des posters chaque année d'une artiste connue de cinéma, principalement, genre Marilyn Monroe, des trucs du genre, et il avait toujours une affiche. Et souvenez-vous bien, Red lui a fourni un taille-pierre au début du film.
Il envoie donc la pièce de échec contre le mur, qui part contre le poster, qui tombe et on entend un gros bruit de tuyauterie hallucinant. Il déchire le poster, il a l'énorme trou. Et là, c'est la carambolade. Ils appellent les policiers le cherchent partout et tout. Il y a un plan séquence magistral où tu vois Andy sortir de là magistralement parce qu'il a marché en plus dans les égouts. Donc il y a tout un plan avec la voix de Morgan Freeman, avec la musique et le plan de caméra qui est juste sublime. Quand il sort de la prison et qu'il se libère et qu'il s'évade comme ça, c'est juste magistral. Et le film là part en fanfare. C'est là où c'est le moment où ça part en digue-digue total. Quand la police arrive, au moment où la police arrive, il y a un gros plan sur le coffre-fort de Norton où il y a un cadre avec une phrase biblique où il y a marqué "Le jugement de Dieu est proche". Et tantôt les sirènes de police arrivaient et tout, parce que maintenant les policiers savent que Norton a falsifié des documents, etc. Donc Andy en fait a envoyé des documents avant de se barrer. Il n'a pas envoyé des documents pour mettre de l'argent sur le compte de Norton, non, il a envoyé des documents aux policiers pour savoir ce qui se passait. Et ce qu'il a mis dans le coffre, il n'y avait rien dans le coffre en fait, il me semble. Donc quand il ouvre le coffre, il est... En plus de ça, juste avant, il y avait une séquence, avant que j'oublie, où il y avait les chaussures. Parce que Norton lui demandait, juste avant que Andy s'évade la veille, de cirer ses chaussures. Et quand il ouvre la boîte, c'est les chaussures d'Andy. Andy avec ses chaussures et a marché jusqu'à sa cellule. Comme ça. Enfin, juste excellent. Norton se fait arrêter, le capitaine Hadley pleure comme une madeleine, c'est à mourir de rire. Il y a aussi la libération de Red, juste derrière. La réhabilitation, pardon. Du coup, il suit le plan d'Andy, il va sous le chêne qu'il lui avait indiqué, à l'endroit où il l'avait indiqué. Il trouve une boîte avec de l'argent, il me semble, et une destination. Et du coup, il rejoint Andy sur une plage à Rio de Janeiro. Voilà, j'ai réussi. Il rejoint donc Andy là-bas et le film se finit sur une séquence juste magistrale. Et magistrale. Le film ne devait pas se finir là, normalement il devait se finir sur Red qui est libéré, comme ça laisse le suspense, est-ce qu'il va reprendre Andy, est-ce qu'il va mourir comme Brooks, est-ce qu'il est etc. Et au final, les réalisateurs ont préféré faire une scène comme ça qui, franchement, finit magistralement le film et je pense que c'est une des meilleures happy end du cinéma qui passe le mieux en fait, si c'est pas la meilleure. Voilà, j'en ai fini avec tout ça. Ah oui, il y a aussi la Bible d'Andy, où il y a marqué le professeur Norton, n'importe quoi. Le directeur Norton disait à Andy plusieurs fois sur la Bible que le salut était à l'intérieur. Et justement, quand Norton ouvre la Bible d'Andy, au moment où il déchire le poster et qu'il voit qu'il s'est évadé, et ben il voit le taille-pierre. En plein milieu, il y a la forme du taille-pierre. Ça aussi c'était excellent. Enfin, plein de petits détails comme ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est un gros punch qui s'enchaîne. Je pense que j'ai oublié plein de détails. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses et je m'en excuse. Je vais essayer quand même de faire assez vite, assez concis pour pas que ça aille barbant. Et que vous puissiez vous donner quand même un plus grand avis sur le film, sur le scénario notamment, et que ça vous donne encore plus envie de le regarder malgré les détails que je vous ai indiqués et donc la fin que je vous ai communiquée. Et donc mon avis global sur le film, c'est que c'est un film totalement excellent et qui restera pour moi mon film préféré maintenant et pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il soit détrôné par autre chose, ce que je doute parce que je pense que ça n'arrivera jamais. Sur ce les copinous, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours avec moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo du Ciné-Culture pour un nouveau film. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à dire ce qui ne va pas dans la vidéo pour que je m'améliore encore plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un j'aime si vous avez aimé, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Mais n'oubliez jamais de vous justifier dans les commentaires et surtout que ce soit des commentaires constructifs les copinous. Sur ce, tchuss tout le monde, bonne soirée ou bonne journée à toutes et à tous.